L'observation du ciel étoilé, quand elle n'est pas brouillée par la lumière des villes, procure l'un des plus vifs plaisirs de la nuit et l'une des expériences fondatrices de notre connaissance du monde. Depuis l'époque qu'on nomme suggestivement « nuit des temps », cette contemplation s'est prolongée à la fois dans une méditation sur l'ordre de la création, dans un art divinatoire astral et dans la compilation de tables permettant de prévoir la position des constellations ou l'arrivée des éclipses. La langue courante porte les traces de ces spéculations et de ces calculs. Ainsi, la voûte céleste témoigne de l'ancienne représentation sphérique du ciel, dont la Terre aurait occupé le centre et sur le fond duquel auraient été distribuées les étoiles. Entre cette voûte et nous, toutefois, les astronomes mésopotamiens du premier millénaire avant notre ère avaient déjà remarqué que 6 corps se movaient suivant un rythme différent et une trajectoire distincte. Le Soleil et la Lune, bien sûr, mais aussi Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Chacun fut donc pourvu d'une sphère propre, ce qui portant à 7 le nombre de cieux transparents et cristallins ainsi superposés dans les terres donna lieu à l'expression « septième ciel » pour désigner le point le plus haut auquel on put être transporté. L'époque moderne, du XVIe au XVIIIe siècle, correspond aux objets de la salle d'exposition, la première sur la nuit céleste, cartes, globes et télescopes, aussi bien qu'aux dénominations des accidents du relief lunaire, mer de la tranquillité, des pluies, des crises, par allusion aux humeurs et aux phénomènes météorologiques sur lesquels s'exerce l'influence de la Lune, évoquée par Éric Dupont dans le court texte qui l'inspire, et dont le système, toujours en vigueur aujourd'hui, fut établi par l'astronome italien Giovanni Riccioli en 1651. Il s'agit d'un moment crucial dans l'histoire de notre connaissance du ciel. Depuis la révolution opérée par Copernic, qui rejetait dès 1543 le système géocentrique, à l'énoncé des lois de la mécanique céleste par Newton, à la découverte d'Uranus par Herschel, en passant par les travaux de Galilée, dont la lunette permit l'examen rapproché de la Lune. Toute une littérature fut mise en branle par ces observations. Les voyages imaginaires se multiplient. The Man in the Moon de Godwin, Les États et empires de la Lune de Cyrano de Bergerac, même le savant Fontenelle, dans ses Entretiens sur la pluralité des mondes, suppose l'existence de Sélénites, habitants de Séléné, la Lune. Car, écrit-il, la Lune ressemble en tout à la Terre. Les savants qui y voyagent tous les jours avec des lunettes d'approche vous diront qu'ils y ont découvert des terres, des mers, des lacs, de très hautes montagnes et des abîmes très profonds. Il est pourtant malaisé de distinguer avant le XVIIIe siècle les astronomes des astrologues. Par exemple, Kepler, qui avait découvert l'orbite elliptique des planètes et en avait formulé les lois mathématiques, étant convaincu que l'astrologie pouvait devenir une science elle aussi, et que les corps célestes influaient sur les hommes et sur les marées, voulut la doter de bases rigoureuses. Il hasarda différentes prédictions politiques et météorologiques et publia des horoscopes ainsi que des traités. Tout un lexique traduit d'ailleurs cette croyance, comme le mot « influence », qui désigne le flux provenant des astres et agissant sur les hommes et les choses. L'influence d'un mauvais astre est appelée désastre, et celui qui naît sous ce mauvais astre, male astrucus, est appelé malotru, dont le sens a évolué pour désigner celui qui est désavantagé au physique et au moral et qui commet des impolitesses grossières. On appelle également ascendant cette influence astrale, du terme qui désigne l'ascension d'un degré du zodiaque sur l'horizon au moment de la naissance, et par suite la domination exercée par quelqu'un sur ses semblables. La Lune en particulier, à cause des effets qu'on lui reconnaissait, non seulement sur les marées, mais en vrac, sur les accouchements, les crises, le linge blanc, la pousse des cheveux, la pêche et la cueillette, fut pourvue d'une incidence considérable, notamment sur l'humeur des lunatiques, comme dans ce poème de Baudelaire intitulé « Les bienfaits de la Lune », qui est, écrit-il, le caprice même, et dont ceux qu'elle baigne de sa lumière phosphorique subissent éternellement l'influence.